Europe Matin, Patrick Cohen. À la une ce matin, des lycéens sous pression. Les élèves de terminale ont jusqu'à 18h pour dire ce qu'ils souhaiteraient faire après le bac. Près de 270 000 créations d'emplois en 2017, chiffre de l'INSEE publié ce matin. C'est la meilleure performance depuis 10 ans. Et à 8h15, on en parle avec notre invité Pierre Gattaz, le président du MEDEF. Qu'est-ce qui fait que le moral des patrons n'a jamais été aussi haut depuis 10 ans? La Russie doublement accusée à Londres pour l'empoisonnement d'un ex-espion au gaz neurotoxique et aux Nations Unies pour laisser son allié syrien continuer à massacrer les civils de la Ghouta. Dans ce journal encore, les 5 ans du pape François. Ce sera l'enquête du 8h avec Olivier Cougar. La retraite hyperactive de Nicolas Sarkozy. Et en football, l'ex-entraîneur de Lille, Bielsa, qui réclame plus de 18 millions d'euros au LOSC. C'est un saut dans l'inconnu à la fois pour les universités qui devront commencer à trier et classer toutes les demandes à partir de début avril, mais surtout pour les quelques 700 000 lycéens de terminale qui ont jusqu'à 18h ce soir pour entrer leurs vœux dans la nouvelle plateforme Parcoursup. Tempête sous les crânes et coup de stress dans les lycées. Virginie Salmen. Il y a ceux qui ont fini à minuit hier soir après avoir modifié 3 fois leurs vœux sur l'ordinateur, aidés par des parents au visage cerné. Beaucoup d'élèves de terminale y ont passé leur week-end. Au lycée Camille C à Paris, dans le 15e arrondissement, tolérance zéro pour les retardataires. Les élèves racontent la pression des professeurs pour ne surtout pas valider ces 10 vœux à la dernière minute. C'est Alice qui raconte. Ils nous mettent de la pression dans le sens où si on n'a pas rempli Parcoursup avant l'heure, ça veut dire il y a au moins une semaine, on avait le droit à des heures de colle, à des appels aux parents. Disons que ça prend du temps parce que ça demande les bulletins depuis la 5e, le bulletin d'impôt des parents, etc. qui sont la plupart du temps des papiers pas faciles à trouver, disons ça comme ça. C'est du boulot, disons. Il reste quelques heures jusqu'à ce soir, 18h, pour ceux qui auraient une vocation de dernière minute avant de cliquer sur le bouton valider. Virginie Salmen, la spécialiste éducation d'Europe. Première réponse attendue pour les lycéens à partir du 22 mai. L'économie ce matin, c'est d'abord le chiffre de l'INSEE des créations d'emplois pour 2017. 268 800 emplois créés, soit une hausse de plus de 1%. C'est la meilleure performance depuis 2007, portée notamment par la construction et l'industrie et dans une moindre mesure par l'intérim. On en reparle tout à l'heure avec Pierre Gattaz, le président du MEDEF, notre invité à 8h15. L'Europe fait un pas de plus vers un droit du travail harmonisé, Nicolas Barré, pour mieux lutter contre le dumping social. Bruxelles présente aujourd'hui la création d'une nouvelle autorité européenne du travail. Oui, c'est la pièce du puzzle qui manque selon Bruxelles. L'idée est simple, l'Europe a pris des mesures sur les travailleurs détachés, sur la lutte contre le dumping social, etc. Mais encore faut-il que ces règles soient bien appliquées par tous les États. Or, ça n'est pas le cas. Dans la réalité, certains pays, notamment de l'Est, ferment les yeux sur les abus parce que ça les arrange bien. Et si les administrations locales ne font rien, personne ne peut le vérifier. Ce sera donc le rôle de cette nouvelle agence d'aller demander des informations et d'enquêter pour voir si réellement les règles sociales sont bien appliquées de la même manière dans tous les pays de l'Union européenne. Avec le pouvoir de signaler des abus ? Bien exactement. Il existe bien une autorité bancaire qui vérifie que les règles sont respectées partout en Europe. C'est la même idée appliquée au social. Cette autorité qui compterait 150 employés vérifiera que les règles du marché du travail ne sont pas détournées d'un pays à l'autre. Vous savez, il y a 17 millions d'Européens qui travaillent dans un autre pays de l'Union que leur pays d'origine. L'autorité aura aussi pour fonction de faire respecter les règles de protection sociale pour que l'Europe devienne vraiment un marché du travail unique. Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos, merci. L'accusation est gravissime dans la bouche de la première ministre britannique Theresa May. Nous ne tolérons pas cette tentative de tuer des civils innocents sur notre sol, a-t-elle dit à propos de la Russie, probablement responsable, d'après Londres, de l'empoisonnement d'un ancien agent double et de sa fille par un agent neurotoxique de qualité militaire. Theresa May donne jusqu'à ce soir à Moscou pour fournir une réponse crédible avant l'annonce de représailles, démarche soutenue par le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson. Au même moment, la Russie était en accusation à l'ONU, à New York, sur un autre dossier, la Syrie. Alors que les civils de la Ghouta continuent de mourir sous les bombes de Bachar el-Assad, l'ambassadeur français à New York, François Delattre, explique que la Russie peut faire arrêter ce bain de sang. Non seulement le régime poursuit au mépris de sa population et de ce conseil une offensive terrestre et aérienne qu'il n'a jamais eu l'intention d'arrêter, mais ne nous y trompons pas. Les populations civiles ne sont pas les victimes collatérales des opérations militaires. Ce sont elles qui sont ciblées par le régime pour affamer, pour violer, pour anéantir les centres de soins, pour tuer. Appelons un chat un chat. Qui peut arrêter le régime syrien? C'est la Russie
qui au premier chef peut aujourd'hui le faire. Alors il est légitime que les regards et les attentes se tournent aujourd'hui plus que jamais vers la Russie, qui à ce jour n'a pas voulu ou pas pu exercer les pressions suffisantes sur le régime. L'ambassadeur français à l'ONU avec Xavier Yvon. François Clémenceau, les Russes n'ont pas voulu arrêter les massacres ou ils n'ont pas pu ? En ce qui concerne le pouvoir, la capacité, évidemment, les Russes sont impliqués dans tout ce qui se fait en Syrie sur le plan militaire et notamment sur le plan aérien. Ils savent, ils autorisent, ils coordonnent. Ils ont même envoyé le mois dernier de nouveaux avions, des Sukhoi de nouvelle génération. Clairement, ils veulent mettre tous leurs atouts de leur côté, sauf qu'ils ne sont pas seuls. On l'oublie souvent, mais les sièges et les offensives du régime contre les rebelles sont menés par quelques cohortes de ce qui reste de l'armée syrienne après 7 ans de guerre, mais surtout grâce à de nombreuses milices, la plupart guidées par des commandants des gardiens de la révolution iranien ou du Hezbollah libanais. Autrement dit, sur le plan militaire, les Russes peuvent influencer le cours des choses, mais l'allié iranien est d'un grand poids dans cette coalition. Voilà pour les moyens. Reste la volonté politique, les échéances. Là aussi, les Russes sont moteurs. Ils veulent se débarrasser de cette guerre au plus vite, consolider leurs acquis stratégiques avec de nouvelles bases permanentes, mais surtout trouver les clés de la solution politique pour l'après-guerre, plutôt avec que sans Bachar el-Assad, mais avant d'en décider, pas question de négocier avec les rebelles, on les défait d'abord et on discute ensuite. C'est ce qui s'est passé à Alep, aujourd'hui à la Ghouta, sans doute demain à Idlib. Merci François Clémenceau. Il y a aussi des mercenaires russes sur le terrain. C'est un dossier du journal Libération ce matin. On y reviendra tout à l'heure dans la revue de presse à 8h30 avec Marion Lagardère. Europe 1, il est 8h06. L'affaire dite de Tarnac arrive enfin en procès aujourd'hui, 10 ans après la découverte de crochets sur des caténaires SNCF. Sabotage qui avait entraîné l'arrestation d'un groupe de suspects dans une ferme de Corrèze présentés comme de dangereux terroristes d'ultra-gauche. Le dossier depuis s'est dégonflé, mais 8 personnes, dont Julien Coupat, sont jugées à partir d'aujourd'hui pour dégradation. Bertrand Cantat renonce au festival d'été 15 ans après la mort sous ses coups de Marie Trintignant. Il veut mettre fin à toutes les polémiques, dit-il, tout en invoquant son droit à la réinsertion. La politique ce matin, c'est la démission du numéro 2 du Front National de la Jeunesse, David Rodriguez, mis en cause pour des propos racistes tenus à Lille ce week-end. Et puis aussi les rendez-vous de Nicolas Sarkozy avec Laurent Wauquiez, puis avec Gérald Darmanin. L'ancien président veut parler à tout le monde, Aurélie Herbemont. Nicolas Sarkozy ou l'art du grand écart. Voir Laurent Wauquiez et Gérald Darmanin la même semaine est un hasard de calendrier, assure son entourage, mais aussi la démonstration qu'il n'est dans les mains de personne. L'ancien président déjeunera demain avec le patron de LR. Des retrouvailles après l'épisode des enregistrements de Laurent Wauquiez devant des étudiants. Nicolas Sarkozy n'a pas aimé être accusé d'avoir mis sur écoute ses ministres, mais il veut passer à autre chose, confie un proche. Pas question pour autant de donner un blanc-seing à Laurent Wauquiez, puisque jeudi, c'est aux côtés de Gérald Darmanin que l'ancien président va s'afficher. Il remettra la Légion d'honneur au nouveau maire de Tourcoing à l'invitation de Gérald Darmanin, et ce, alors même que Laurent Wauquiez réclame la démission du ministre suite aux plaintes déposées contre lui. Nicolas Sarkozy ne revendique plus de rôle actif en politique, mais il ne se prive pas d'entretenir ses liens côté opposition et côté exécutif. Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Europe 1. Il est 8h09, Patrick Cohen. Un pape plus populaire chez les fidèles du monde entier qu'au sein du Vatican. Voilà ce qu'on peut dire en résumé, 5 ans jour pour jour après l'élection de Jorge Mario Bergoglio. C'est l'enquête du 8h avec vous. Bonjour Olivier Cougard. Bonjour. Vous êtes notre correspondant à Rome. Le pape séduit toujours, mais sa façon de gérer l'Église se heurte à une forte opposition au sein du Vatican. Oui, les années passent et la popularité du pape François parmi les fidèles semble toujours aussi grande. Une ferveur, un enthousiasme qui tranche avec les tensions et les désaccords qui règnent au Vatican. Depuis le début de son pontificat, le pape François a lancé de nombreuses réformes, stigmatisant parfois sans ménagement la résistance de certains membres de la curie. Certains évêques conservateurs ne lui pardonnent pas d'avoir autorisé dans certains cas la communion aux divorcés remariés. Et pour Jacopo Scaramuzzi, spécialiste du Vatican au sein de l'agence Asca News, le pape rencontre une opposition inédite. Ce n'est pas un secret, il y a aussi des personnes au sein du Vatican qui n'apprécient pas le pape, justement pour les décisions qu'il a pu prendre. Mais c'est peut-être la première fois que cela se voit de façon aussi flagrante et évidente. Non seulement le fait que le pape désavoue ses collaborateurs, mais que des évêques, des cardinaux critiquent ouvertement un pape et qui le critiquent parce qu'il est trop
progressiste. Je pense que ça, c'est du jamais vu, du moins dans l'époque moderne. Alors on a compris, Olivier, le pape est loin de faire l'unanimité au Vatican. Depuis quelques jours, il y a aussi un vent de révolte qui souffle parmi les religieuses. Oui, il y a quelques jours, la question cruciale du rôle des femmes au sein de l'Église a refait surface de manière retentissante. Sous couvert d'anonymat, plusieurs religieuses ont dénoncé leurs conditions de travail. Des femmes parfois contraintes de passer de longues heures à laver, à faire à manger, à repasser au service des évêques et des cardinaux sans être rémunérées ou considérées. Elles ont confié leur malaise à une journaliste de la revue Femmes, Église Monde, dirigée par Lucetta Scarafia. Au sein de l'Église, il règne un machisme qui est déguisé en paternalisme. Et ça pèse beaucoup sur les religieuses. Et puis, elles se plaignent aussi du fait de ne jamais être écoutées. Toutes les décisions qui sont prises à propos du futur de l'Église ne le sont jamais en écoutant ce que les femmes ont à dire. À plusieurs reprises, le pape François a souligné l'importance du rôle des femmes dans l'Église, mais les mentalités semblent encore difficiles à changer. Pour le moment, il n'y a toujours pas de femme qui dirige un département au sein de la Curie au Vatican. Enquête de 8h signée Olivier Cougar à Rome. Europe 1, 8h12. Football, le club de Lille dans l'actualité de nouveau aujourd'hui, pas pour ses supporters qui ont envahi le stade ce week-end, mais pour son ancien entraîneur Marcelo Bielsa qui en appelle au prud'homme. Il réclame 18 millions d'euros au club pour salaire restant dû et préjudice. Est-ce que Bielsa peut mettre Lille à genoux? Réponse avec vous, Simon Rubin. Si l'on regarde les cas similaires déjà tranchés par les prud'hommes, les entraîneurs licenciés ont presque toujours gain de cause contre leur club. Pour comprendre ça, il faut rappeler qu'un entraîneur est toujours en CDD. Et dans ce cas-là, la loi est claire. L'employeur ne peut licencier son salarié sans indemnité que si une faute grave a été commise. Or, c'est très difficile à prouver. En foot, par exemple, l'absence de résultats sportifs ne suffit absolument pas. C'est pourquoi souvent, les clubs préfèrent un accord amiable, comme le PSG avec Laurent Blanc en 2016. De fait, récemment, un seul club a eu gain de cause dans un cas similaire, c'est Lyon, contre Claude Puel, qui a prouvé une faute grave au terme de 5 années de procédure. Alors dans le cas Bielsa, pour couronner le tout, un accord annexe secret aurait été signé entre les deux parties, garantissant à l'Argentin le paiement de tous ses salaires et peu importe la raison du départ anticipé, reste à savoir si un tel accord aura une valeur juridique. Simon Rubin, chef du service des sports d'Europe 1. Europe 1.